Alors, toi, tu as donc grimpé plusieurs fois avec Eric, tu l'as accompagné, et entre autres, dans cette évocation que nous a raconté Jean-Pierre Bailly, cette histoire d'Everest Turbo. Ça, c'est l'impression d'accident, on y reviendra tout à l'heure, mais quand même, c'était quoi cette histoire d'Everest Turbo, ce pari d'Everest en 15 jours, 10 jours, avec, il y avait Christine Janin, Stéphane Schafter, Fred Ancet. Alors, Everest Turbo, c'était une idée complètement Eric Escoffier. En fait, bon voilà, il avait ça dans la tête depuis un petit moment, on en parlait. Et puis il a eu son accident. Bon, accident, coup de frein, problème, mais on va le voir à l'hosto, voilà, tout de travers. Et puis il me dit, ouais bon alors Everest Turbo, qu'est-ce que t'en penses et tout. Je lui dis, bah oui, c'est une bonne idée, mais bon voilà, pour le moment tu marches pas quoi. Et il me dit ouais mais bon on va essayer de le mettre sur pied et tout. Bon, je lui dis écoute, pourquoi pas. Et ça c'est parti un peu d'une boutade on va dire, hein, parce que quand tu vois un gars qui est allongé sur son lit d'hôpital comme tu as pu le voir, tu peux te dire il est loin du sommet de l'Everest. Et puis ben voilà, Eric c'est Eric, une volonté hors norme. Il est diplégie, il se remet debout, il commence à marcher. Bien sûr, vite, on part en parapente, donc on décolle à parapente. Une fois, deux fois, la troisième fois, boum, il se fait les deux chevilles. Bon, c'est pas grave, on marche à quatre pattes, c'est pas un souci. Mais on continue à monter Everest Turbo, à chercher des partenaires, et on fait un salon, notamment, où on préparait chez lui, il était à quatre pattes. Bon, moi je m'étais fait une épaule, donc tout allait bien. Et on a fait un salon comme ça où il se prenait les pieds dans toutes les moquettes, il se cassait la figure comme ça, et on a réussi à réunir les partenaires pour monter Everest Turbo. Mais quand on a lancé l'opération, ben on était même pas capable de... Moi, mon épaule s'était réparée, mais lui, il marchait encore difficilement. Et puis, ben, on est parti là-dessus. On était une bonne équipe, hein, heureusement, hein, parce qu'il y avait, on va dire, quelques guidos autour de lui, hein, Stéphane Schafter, Fred Ancet, qui sont des pointures de l'Himalaya et en tenant la corde. Et donc on était capable de tenir, d'assurer Eric, surtout dans les descentes. Dans les montées, il avait une telle condition physique qu'il était capable de faire la trace, même à quatre pattes. Et d'ailleurs, il a fait la trace entre le col Nord et 7, 6, 7, 8. À un moment, il a fait la trace parce que bon, on avait un peu doublé tout le monde et donc on était devant, il fallait faire la trace, donc était là, j'en ai aussi. Et donc voilà, nous on était arrivés à acclimater la grosse forme physique et puis c'était parti. Bon, malheureusement, on n'est pas allé au sommet, mais ça a été une sacrée aventure parce que et sur le Mont Blanc où on montait, on était basé à Vallot, pour ceux qui connaissent le refuge Vallot, on dormait là. Et puis on faisait des petits runs pour monter de Vallot au sommet du Mont Blanc. Jean-Pierre Eric, qui était le toubib de l'époque, m'a rappelé la semaine dernière que j'avais le record Vallot au sommet du Mont Blanc, où on avait mis 28 minutes. Donc bon, c'était bien. Voilà, on avait la forme, ça allait bien et on marchait bien à l'époque. On est passé finalement assez rapidement sur cet accident. C'est quelque chose, parce que toi, tu as été de ceux qui ont bien connu Eric avant et pendant et après, parce que vous aviez ces projets en cours. C'est vrai qu'on lui-même avait tendance à le raconter presque avec fatalité et un petit peu de désinvolture, cet accident. Mais en réalité, c'est quand même la fin de quelque chose, quoi. Je dirais pas que c'est la fin, c'est un virage. Un virage qu'il a loupé d'ailleurs, mais c'est un virage dans sa vie. Eric, oui, on se connaît depuis qu'on est gamin. Gamin, ouais, j'exagère, mais ouais, on n'a pas 18 ans. On se rencontre dans le Verdon, on se croise, il grimpe fort, je me débrouille pas trop mal. On est concurrents, on se retrouve ensemble, on grimpe ensemble, c'est avec lui, ses frères. Bon voilà, la bande des Lyonnais, j'ai une petite accrochage avec la bande des Lyonnais. Bon, ça mais je vois Snoop qu'il y en a qui connaît qui connaît tout et qui se rappelle de des choses. Mais bon voilà, on se côtoie, on se voit et ça va pas trop mal. Et puis on se retrouve tous à Cham parce que bien évidemment, qu'est-ce que tu fais quand tu fais de la montagne et que tu te débrouilles pas trop mal, bah, tu viens à Cham.
Et à Cham, ben, voilà, on est tous là ensemble, voilà, tant qu'à faire, on s'entraîne tous ensemble, c'est sympa, avec Christophe, avec Boivin, avec toute la bande. Et puis, ben, Béraud faisait son break à ce moment-là, donc on ne le voyait pas trop, mais voilà, on s'entraîne. Et puis, ben, moi, je sympathise bien avec Eric, puisqu'on fait des trucs ensemble. Alors, en montagne, chacun de son côté, souvent, mais à l'entraînement, on était tous ensemble. Et puis, alors, pour faire du parapente, ça marchait bien ensemble aussi. Donc, voilà, c'était des belles années. À côté de ça, je voudrais quand même rappeler que Eric et moi, on a lancé le groupe de performance qui ont maintenant de la FFME, donc qui s'appelle maintenant les groupes au niveau, ou les jeunes, enfin bon, je ne sais plus quel est le nom, Jeune Espoir, je crois. Et actuel, mais bon, ça fait 25 ans que ça perdure. Et ça s'est décidé comme le reste, un soir dans son salon. Abachi dans son canapé après avoir fait je ne sais quoi et après avoir pris une grosse claque parce qu'en fait on venait d'apprendre qu'une jolie et charmante jeune fille qui s'entraînait un peu avec nous venait de se tuer, elle s'était cassé la figure en solo dans le Gavarou Binani et ça nous a mis une grosse claque et on s'est dit on ne peut pas continuer à faire des trucs à droite à gauche, à faire parler des médias, enfin parler de nous dans les médias et attirer du monde dans la montagne, attirer des gens qui vont faire des sauts, qui vont faire des trucs extraordinaires, et certains qui vont se tuer. Donc ceux qui n'ont pas ce savoir-faire, il faut peut-être leur amener ce savoir-faire. Et de suite, on avait parlé à Frézafon, on avait parlé à Frézafon qui était président du GHM à l'époque, et il nous a dit, Banco, allez-y les jeunes, faites quelque chose. Et puis on a démarré un premier groupe, et puis après, ben, c'est la Fédé qui a repris l'histoire parce qu'on était aussi au comité himalayen et donc on a lancé l'opération à la Fédé, puisque la Fédé avec un peu plus d'argent que le GHM et puis comme ça a démarré et puis après le CAF s'y est mis également et donc maintenant on a deux groupes espoirs, voilà c'est ça. C'est des groupes espoirs, non c'est pas des groupes espoirs, c'est le groupe, c'est performance, c'est des petits jeunes qui vont bien. Et ils sont sélectionnés chaque année, et puis voilà, puis il y a plein de gens qui continuent à les encadrer, plein de jeunes qu'on a formés qui sont maintenant formateurs, qui sont maintenant profs à l'ENSA, qui sont voilà. Et donc pour moi c'est une belle et grande satisfaction, et je pense que Eric peut être fier de ce que nous avons fait, parce que ça a été vraiment aussi ce côté social, parce que certes il courait sur le sommet, certes il était hors norme, certes... Tu as parlé de l'enchaînement des 3 8000, mais il ne faut pas oublier que cette année-là, il avait fait un 8A, donc qui était la difficulté maximum en rocher à l'époque, et il avait fait la trilogie. Quoi. Donc il a une année assez bien remplie, quoi. C'est pas mal. Plus le rallye Monte Carlo, certes, mais qu'il n'avait pas gagné, je crois. Ah, dans sa catégorie, il n'a pas gagné, si. Ah bon, ok. Autant pour moi. Tu as une meilleure mémoire que moi. Et donc voilà, mais donc il excellait sur le terrain, mais quand il fallait gérer un dossier, il le menait à bout, et je peux vous promettre que cette histoire, on l'a menée en 2-3 mouvements, mais ça a été efficace et ça perdure. Merci beaucoup, Chouki, pour votre témoignage. Merci. Il y a quelque chose qui est important dans la carrière d'Eric, c'est la rencontre avec Jürgen Ratz, alors qui était un partenaire. Bien au-delà de ce qu'on pourrait appeler un sponsor, ou plutôt une sorte de mécène, mais avec qui, en tous les cas, qui lui a donné les moyens, compte tenu de sa situation physique, de son état physique, de pouvoir quand même continuer à pratiquer et aller au bout de ses rêves en montagne. Donc nous avons la chance d'avoir Jürgen Ratz avec nous ce soir, donc si vous pouvez, vous avez la gentillesse. Alors, sa langue maternelle, c'est l'allemand, donc je vous demanderai très indulgent. Oui, il parle très bien français. C'est vraiment embarrassant, ça. Oui. Merci Jürgen. Merci. Prends place. Alors, Jürgen, je crois que tu avais rencontré Eric lors de, il me semble, d'un tournoi de tennis il y a très longtemps. Et puis, tu l'avais retrouvé après son accident. Et là, tu lui as dit, vas-y, continue. Parce que tu travaillais à l'époque dans des laboratoires qui s'occupaient de programmes, par exemple, je crois, pour les diabétiques, des choses comme ça. Et toi, tu as dit, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir finalement un porte-parole de ces gens qui vivent un handicap? Et Eric, vivant, alors lui, il n'appelait pas ça un handicap, il disait, je suis juste un peu différent. Mais quand même. Et là, tu lui as dit, vas-y, continue de grimper,
je te soutiens. Qu'est-ce que tu voulais finalement, qu'est-ce que tu voulais faire avec lui? Quelle était l'idée? D'abord, j'adore cette exagération que j'ai contribué grand-chose à quoi que ce soit, j'ai vraiment rien fait. J'ai que aidé à quelqu'un à rêver ses rêves, et ses rêves étaient un peu spéciaux parce que ça faisait d'autres rêver. Ouais. Eric était un vraiment mauvais orateur, madame. Hein. Il a fait des conférences devant les diabétiques où tout le monde s'est demandé mais est-ce que j'ai une maladie vraiment Mais quand on montrait les images, quand on a raconté tout simplement l'histoire, ça a touché les gens. Il y a parmi nous Yann Gerhardt, un caméraman tchèque qui l'a accompagné presque au sommet du Choyu et qui en a fait un beau film. Ouais. Nous n'avons jamais connu le contexte familial, nous n'avons jamais vraiment touché à la vie de sa famille. Mais le sponsoring, c'est pas ça. Le sponsoring, c'est jamais une compagnie donne quelque chose pour recevoir quelque chose, mais le sponsoring, c'est toujours une personne aider une autre à aider d'autres. Et c'est ce que Eric, à la fin, a fait. J'aimerais bien vous raconter une seule histoire qui, je pense, raconte l'idée du sponsoring très très bien. Il y a, si vous prenez le temps et si vous partez un peu en montagne, j'oublie le nom de l'endroit où on a posé un petit mémorial pour Eric. Le signal de Forbes. Au-dessus du signal Forbes, là. Exactement. Une très très belle balade, je vous recommande d'y aller. Il y a, ce monument a été fait par un artiste tchèque. Et on voulait mettre dans ce petit monument la belle phrase « Don't let your fears stand in the way of your dreams ». Ne permettez pas à la peur d'être entre vous et vos rêves. Moi, j'avais envoyé ce petit texte à l'artiste tchèque à Prague. Et quand on a volé, avec l'aide de Pascal Brand, la statue à l'endroit, on a ouvert et la petite phrase disait « Don't let your tears stand in your dreams », qui est très loin du texte original, mais qui veut dire « Laisse pas tes larmes être entre toi et tes rêves ». Et bizarrement, toutes ces deux phrases ont fait sens à la première vue d'Eric et ensuite, j'espère, à ceux qui vont voir ce mémorial. Et sans Eric, il n'y aurait pas cette belle histoire. Et ça, ce que les sponsors peuvent, dans le meilleur des cas, achever, faire d'autres, rêver leurs rêves, qui après donnent de l'inspiration aux autres. Et dans ce contexte-là, un grand merci à vous, à tout le monde qui est présent, parce qu'en réalité, nous ne racontons pas d'Eric, naturellement, nous nous souvenons d'Eric, mais nous nous souvenons à tout ce qui nous a touchés et qui nous touche encore à cette très belle histoire. Merci Jean-Mi. Merci Jean-Mi. It's interesting. We call the film, if the head is carrying the body. If your head is carrying the body, the thought is stronger than whatever happens to you. Oui, la pensée, l'esprit est toujours plus fort que ce que vous pouvez avoir. Non, je suis traduit pour tous ceux qui ne parlent pas forcément anglais, ce qui est mon cas. Donc ça va être dur. L'idée du film, c'était que l'esprit pouvait conduire le corps. You continue with the yes. So that was our approach to Eric's story. Somebody who is so strong is climbing 3,000 meters high mountains in 3 weeks, as I remember. That's correct. Donc il nous rappelle que lui qui avait été celui qui avait gravi 3-8 000 en 3 semaines, en moins de 3 semaines. And then happened this horrible disaster, and he was nearly not able to speak, to talk, to walk. Et puis il est arrivé cet horrible désastre qui l'a empêché de parler, de marcher. Bref. But his head, his spirit, soul, everything was so strong that he started to talk, to move, restart, complete everything in his mind, and
his mind was moving him all the time up to the next 8,000 meters. That was the sujet of the Christian for me, for us. Voilà, donc il explique que son âme justement était capable, sa volonté était beaucoup plus forte, lui permettait d'aller au-delà de ses difficultés physiques. And I remember Et de repartir sur des limites. we were 5 people. It was one physiotherapist from Paris, one marathon runner from Lyon, and one 55 years old man, Alain, Alain Paré. and him. Eric. Donc ils étaient 5 au campus du Shoyu. And Donc il y avait un kinésithérapeute de Lyon, Un un marathon. marathonien, et Alain Paré qui avait à l'époque l'âge honorable de 55 ans. and Mathieu Desprat from Mathieu Desprat. And Eric and Alain, the oldest one, and these two guys were the only ones who could reach the top. Et Alain, le plus âgé de la troupe, et Eric, qui n'était pas le plus valide, et bien ils ont atteint le sommet. C'était les seuls. Et c'était les seuls. And I remember everybody left already the base camp, and because it was the last day of our permit, and Eric made it and came down and was pretty tired for sure. And so we walked from the advanced base camp back to base camp, which was in the beginning 2 days walk, and we walk after his descent from the top the whole night back to the base camp. En fait, c'était le dernier jour de leur permis. Eric a donc dû redescendre depuis les camps successifs du Shoyu jusqu'au camp de base avancé. Et ils ont marché toute la nuit pour réussir cette sortie rapide. And that was really surprising me that he was so strong. He was able to do that after this plan. Ça avait surpris qu'après une ascension à 8000 mètres, Eric puisse encore faire quelque chose d'aussi difficile. Voilà. Merci. Merci. Et nous avons avec nous Jean-François Lassalle, qui est donc la dernière personne à avoir vu Eric partir vers le sommet du Broad Peak. Et nous allons évoquer avec lui Merci Jean-François. son moment fort. Merci Jean-François d'être là. Avec nous pour évoquer cette ascension du Broad Peak. Alors Jean-François, toi tu es un alpiniste, on va dire amateur, éclairé, et tu te retrouves un jour à lire finalement une petite annonce d'un certain Eric Escoffier, que tu connais évidemment par les journaux, par les magazines. Cette annonce est parue dans un magazine, je crois, Vertical, et Eric cherche des compagnons de cordée pour gravir un 8000 au Pakistan, le Broad Peak. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu réponds à cette annonce et c'est parti. Oui, moi j'avais envie un petit peu de partir dans ces coins-là, donc j'ai vu ça un petit peu comme une opportunité. Donc j'ai contacté Eric, un peu pour voir comment les choses pouvaient se présenter, puis il m'a dit qu'effectivement, pour l'instant, si je venais avec lui, on serait que tous les deux à partir, mais que voilà, on a un petit peu discuté de logistique, de planning, etc. Bon, finalement, le courant est bien passé au téléphone, et bon, du coup, je lui ai dit que j'étais partant. Voilà. Tu as dit que tu étais partant, et finalement vous êtes retrouvés à 3. Il y avait également avec vous donc Pascal Bessière, qui était également une jeune femme, qui elle avait déjà un petit palmarès himalayen, parce que je crois qu'elle avait réalisé quelques ascensions au moins de 7000 mètres avec des guides, ou en tout cas dans des opérations commerciales assez traditionnelles à l'époque. Oui, c'est ça, ouais. Puis on avait même fait partie, un petit peu de la même expédition. On s'était répartis sur 2 sommets, donc on n'était pas sur le même sommet, mais je l'avais un petit peu côtoyé, notamment au camp de base pendant toute l'approche. Et en fait, elle a su que je partais, c'est elle qui a pris contact, parce qu'elle a su par d'autres amis que je partais avec Eric. D'accord. Alors, je lui ai dit de rappeler Eric, comme c'est lui qui dirigeait les opérations, et puis bon. Et voilà, vous êtes partis donc tous les partis trois. tous les trois. Et à ce moment-là, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as vu que donc c'était un peu compliqué pour Eric, quand même, les marges d'approche. Et est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que c'était naturel?
Bon, bah, disons que moi je connaissais, enfin je savais ce qui lui était arrivé, mais je savais aussi qu'il avait repris la route des sommets par des voies techniquement plus faciles qu'avant. On va dire qu'il a quand même réussi, après son accident, le Shoyu, bien sûr à 8000 mètres, le Kilimanjaro, l'Aconcagua, l'Elbrus, bref, quand même un joli petit palmarès. Voilà, donc je savais, Et McKinley, bien sûr. donc je savais à peu près ce qu'il avait fait voilà, très récemment, peut-être qu'il a peut-être fait ça sur un an ou deux maxi, je crois. Donc je m'étais dit, voilà, pas de souci par rapport à ça. Et sur le terrain, bon, voilà, il m'a fait part un peu de problèmes qu'il avait, enfin, le côté gauche répondait pas, etc. Mais bon, au niveau conditions physiques, en tout cas, il avançait très bien, donc ça c'est l'approche, il n'y a pas eu de soucis. Bon. Et ce moment, alors, bon, l'acclimatation se fait, vous arrivez au camp de base, et il y a ce moment où il y a la question du sommet qui se pose. Est-ce que vous pouvez faire le sommet? Est-ce qu'on, bon ça on le découvre dans le livre dans le texte de Jean-Mi, mais Eric à ce moment-là a changé de vie, il a une nouvelle compagne, et en tous les cas quand on lit ses carnets, puisque Jean-Mi a pu avoir accès à tous ses carnets pour écrire la biographie, on sent quand même quand on lit ses carnets qu'il ne pense qu'au retour, c'est-à-dire qu'il a vraiment cette pensée de retour très forte chez lui. Est-ce que ça tu l'as senti? Je l'avais un peu senti quand il avait donné un peu le planning pour le Broad Peak. C'était un créneau en temps qui était assez bref, quoi, en fait. Donc il voulait ensuite repartir, je crois que c'était fin août, sur le Dolaguiri. Et puis donc après il voulait revenir passer du temps en famille. Donc pour lui, plus on faisait le sommet rapidement, mieux c'était, quoi. Voilà. Au début j'avais un peu dit mais c'est peut-être un peu court, si jamais il y a du mauvais temps, tout ça. Bon, finalement, on est quand même parti là-dessus. Et puis, au début, ça se passait pas si mal. On a fait une phase d'acclimatation. On a fait un aller-retour ou deux sur la montagne. Et puis après, on a décidé de partir. Voilà, il y a ce fameux départ où vous décidez finalement de vous alléger au maximum et d'aller faire un direct du sommet. Votre tentative sommitale, vous l'a faite d'assez bas. Ouais, parce qu'en fait, on a voulu faire une tentative en respectant les camps normalement, mais au camp 1, on a été bloqué, je ne sais plus, c'était un jour ou deux. Donc déjà, on a perdu du temps, puis on a perdu aussi des réserves de nourriture, des réserves de gaz. Donc après, on était un peu juste pour aller au sommet. Donc on s'est dit, si les conditions restent bonnes, enfin, c'était revenu au beau, donc si les conditions sont bonnes, on aura sûrement assez pour aller au sommet et redescendre assez vite. Et puis finalement, donc voilà, c'est pour ça qu'on a tenté. Mais à un moment donné, on a été rebloqué entre le camp 2 et le camp 3, on a été rebloqué par le mauvais temps. Et là, on a décidé finalement de faire un camp intermédiaire. Voilà. On a fait un camp intermédiaire, on est repassé encore une nuit. Le lendemain, on a voulu repartir, mais bon, il faisait froid, il faisait pas très beau encore. Donc on a à nouveau temporisé, donc après, on n'avait plus le choix. Soit il fallait redescendre au camp de base pour récupérer un peu, puis reprendre de la nourriture, du gaz. Soit il fallait tenter, donc ça faisait 1500 mètres de dénivelé. On s'est dit, bon, on tente, on verra. Puis, Et là, ça ne s'est pas passé exactement comme vous le souhaitiez. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avanciez très bien, et puis plus vous approchiez de ce fameux petit col qui est aux alentours de 7008, quelque chose comme ça, 7007, là, ça c'est un peu compliqué. La neige était très profonde, il n'y avait pas de traces. Les Polonais qui étaient dans une expé avec vous n'étaient pas partis, donc vous ne bénéficiez pas de cette cordée qui aurait pu vous précéder et donc faire de la trace. Et là, vous avez discuté un peu tous les trois. Comment c'était? C'était quelle teneur? Au début, la discussion avait commencé quand on a rejoint les Polonais à 7004. On avait dû partir de 6005 environ. Et puis, donc on avait mis peut-être 4h30 pour faire 900 mètres, donc là on avait le moral. Et puis on est arrivé au camp avec les Polonais, puis un des Polonais, Richek Pawlowski, nous a dit bon, c'est encore long à partir d'ici. Lui, il avait fait le sommet une vingtaine d'années avant, et il avait mis 6 heures, je crois, pour faire l'aller-retour sur l'arête. Et nous, on avait pensé que c'était quand même plus rapide. On voyait plutôt ça du style 1 heure aller, 1 heure retour. Donc on s'est dit, ça va être vraiment pas pareil.
Et après, on est parti au-dessus du camp quand même, en se disant, bon, on tente quand même, on monte vers le col, on verra. Et là, effectivement, la neige était profonde. Et là, les 300 mètres suivants, on a mis 6 heures. Voilà. Et c'est là qu'on s'est mis à discuter en début d'après-midi en disant, bon, moi je trouvais que c'était tard, on commençait à être fatigué, qu'on n'aurait jamais le temps, le créneau pour monter sur l'arête, surtout qu'en plus, on nous avait dit un peu plus bas que c'était long. Donc du coup, Eric c'était un peu d'accord. Et en fait, Pascal nous a dit non, mais on peut quand même continuer jusqu'au col. Enfin, elle a insisté quand même pour qu'on continue. Au début, on s'est laissé convaincre, on a poursuivi. Mais bon, comme ça avançait pas plus vite, à un moment, moi j'ai dit que je redescendais. Et puis finalement, Pascal a proposé à Eric de s'encorder avec elle. Parce qu'en fait, au début, j'étais toujours encordé avec Eric, et Pascal marchait à côté. Voilà. Enfin, à côté, derrière, devant, peu importe. Est-ce que tu l'aidais dans sa progression? Alors je l'aidais dans certaines traverses. Enfin, on traversait sur son bon côté, je me souviens, donc son côté droit. Et quand on devait faire des traversées à gauche, je l'assurais en fait, dans ces passages-là, pour pouvoir, parce qu'il avait le côté gauche qui était, son handicap gênait beaucoup le côté gauche. Là. Donc on avait mis un peu ça au point, puis les descentes, je l'assurais. Voilà. Et Pascal était à côté, et puis on avait convenu que si jamais elle ne se sentait pas, on ferait une cordée à 3, on tirait les longueurs. Quoi. Ce qui est très normal en Himalaya, effectivement, de procéder comme ça. Et bilan des courses, toi tu es redescendu donc, au camp des Polonais. Alors je suis redescendu. On continue. Oui, on continue. Et tu ne les as pas revus. Alors en fait, le soir même, parce que je suis redescendu que à 7004, où il y avait une tente abandonnée en fait, qui avait été abandonnée d'une expé d'année d'avant. Donc j'avais rien, j'avais pas de matériel pour bivouaquer, mais bon. Donc les Polonais étaient là dans leur tente. Eux aussi étaient à court de vivre. Je pense qu'ils avaient eu un peu les mêmes problèmes que nous avec cette progression qui avait été ralentie. Et puis, donc je les ai vus longtemps monter jusqu'au col, et c'est vrai que ils ont mis un peu de saut. Je crois qu'ils sont arrivés à la nuit, ou même après la nuit, parce que à la nuit, je les voyais encore. Voilà. Et là, donc, ils ont visiblement creusé un trou dans la neige pour bivouaquer. Voilà. Donc ça, c'est le témoignage des Polonais. C'est le témoignage des Polonais. Qui ont démarré le lendemain vers 4h du matin, qui ont rejoint le col, en fait, dans les traces d'Eric et Pascal. Et ils les ont même vus, à un moment, essayer de progresser vers le sommet. Il devait être 10h du matin. Et puis, quand ils sont arrivés sur l'arête au niveau du col, ils les ont plus vus. Et pour eux, ils auraient dû encore les voir à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils étaient inquiets. Et c'est là qu'ils ont vu un trou de neige qu'avait creusé Eric et Pascal pour passer la nuit. Voilà. C'est comme ça qu'on a su. Ouais, évidemment. Et une nuit qu'on imagine difficile à cette altitude-là. Et la décision de repartir le lendemain paraît quand même surprenante. Ouais, alors après, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça sur le moment, mais j'ai pensé en lisant le livre, à un moment tu l'évoques, comme les Polonais arrivaient derrière, ils ont dû penser que avec l'apport des Polonais qui pouvaient reprendre la trace, ça pourrait peut-être faire encore poursuivre. Ouais, effectivement, moi je l'avais pas vu comme ça sur le moment, là, quand j'étais dans la situation. C'est probable. Jean-François, tu repenses souvent, toi, à ce moment-là, c'est quelque chose qui depuis, ça fait peut-être 17 ans maintenant, auquel tu penses souvent? Ça revient de temps en temps, effectivement, c'est un moment, il va forcément revenir assez souvent. Et je revois aussi pas mal Vincent, parce qu'on est voisins finalement, on s'est rencontrés par hasard après, donc... Et Vincent Escoffier, le frère d'Eric. Ouais, le frère d'Eric, donc du coup, voilà, je pense que c'est forcément ces choses. Eh bien, merci beaucoup. Merci Jean-François pour ton témoignage. Nous ne l'avions pas fait à Grenoble, et là on s'est dit qu'on aimerait bien faire venir les 3 enfants d'Eric, s'ils sont d'accord. C'est-à-dire Marie, Kevin et Lila. Parce qu'il faut dire qu'à Grenoble, le livre venait juste de sortir quelques jours avant, maintenant ça fait 2 mois, et on imagine que peut-être ils l'ont lu, et on aimerait savoir voilà, quel est leur retour un peu sur ce... Attention hein. Allez, tiens.
Dans l'ordre que vous voulez. Alors Marine, comme tu veux. Oui. Moi, je suis celle du milieu. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors la question c'était, est-ce que tu as lu le livre et voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce regard sur ton père? Est-ce que ça t'a appris beaucoup de choses? J'ai lu le livre, j'ai découvert des choses parce que j'étais petite quand papa a eu tous ses exploits, a fait tous ces sommets. Et j'ai retrouvé papa à la fin du livre en fait. Quand nous on était plus grands avec Kevin et qu'on partageait plus de moments avec lui. Voilà. Et justement cette partie exploit des années donc plutôt milieu, fin des années 80, c'est quelque chose dont tu avais conscience, le fait que à ce moment-là ton père était vraiment une sorte de vedette au niveau presque national. C'est quelque chose dont tu avais conscience ou pas? Je pense que Kevin sera d'accord avec moi, on n'avait pas du tout conscience de ça. Même plus grand, quand il partait pour des sommets, pour nous c'était il part, tout à l'heure, on se reverra aux prochaines vacances et puis voilà. C'est vrai qu'on le voyait peu souvent, on le voyait que pendant les vacances scolaires. Donc c'est vrai que des fois on n'était même pas au courant qu'il partait, mais on recevait une carte postale. Non, c'était normal. Kevin, à peu près la même question. Eh ben, concernant le livre, c'est exactement pareil que Marine. Tout le début, ça parle d'une période où, à la limite, il a mon âge et il fait des choses, des exploits. Moi, j'ai appris ça plus tard, quoi. On a découvert ça plus tard, en tout cas. Et après, je le retrouve sur la fin du livre où avec nos petites années, on a vécu avec lui. Et c'est pareil pour les deux films. Le premier, c'est un jeune de mon âge et le deuxième, c'est mon père, quoi. Voilà. Donc, le deuxième est assez beaucoup d'émotions, quand même. Et puis après, si j'avais conscience, pas vraiment. On bénéficiait juste d'un petit traitement de faveur. C'était de pouvoir partir de l'école quand on avait décidé à Calvi, Festival du Vent. Parce que on avait trouvé qu'il avait du temps pour nous et puis que c'était là et puis pas autrement. Donc on quittait l'école et puis voilà, on profitait de ça. On rencontrait des tas de gens, on savait pas qui c'était, bonjour, ça va bien. Et on les recroise maintenant, ils nous disent on t'a vu comme ça. Génial, merci beaucoup Kevin. Et là, alors, toi tu as découvert quelque chose où ta maman t'a suffisamment raconté ce beau personnage? Alors moi je l'ai bien, mais j'ai pas fini le livre. Ah. Je l'ai feuilleté et rien que déjà dans ce que j'ai lu, j'apprends toujours. C'est déjà quelques anecdotes racontées par Cécile. Mais vraiment, oui, je découvre la vie de A à Z. C'est tout nouveau. Et ça rejoint un peu l'idée que tu te faisais de ton papa ou c'est un peu une surprise? C'est tout, il y a je me dis, ah oui, c'est vrai, il était comme ça, et en même temps, il est passé, je me dis, ah bon. Bon, merci. Merci en tout cas Merci à vous pour votre témoignage. Ouais. Merci encore d'être venu. Moi, je voudrais surtout remercier, encore une fois, énormément, je le fais dans le livre, bien sûr, mais je ne le dirai jamais assez, Cécile, qui m'a donné accès à moultes informations, des carnets, des enregistrements, etc., qui m'ont permis de réaliser ce livre. Et je rappelle qu'elle-même a fait un livre de témoignages qui est remarquable, et je vous conseille de lire également. Ça vous fait 2 histoires, voilà, c'est pas mal du tout. Donc ce livre, il s'appelle Rien n'est impossible. Voilà, rien n'est impossible. Et on y trouve des témoignages, encore une fois, vraiment formidables. Merci Cécile, merci à tous ceux qui... Voilà. Et effectivement, on va conclure là-dessus. C'est vrai que nous, aux éditions, l'envie d'écrire ce livre est née aussi de la rencontre avec Cécile au départ. En sachant que nous, on veut continuer vraiment à offrir des biographies de ces grands alpinistes
Alors forcément, il y a 20 ans, quand Michel Guérin a créé la maison, parce que ça fait 20 ans cette année, on a l'occasion de faire un petit clin d'œil d'anniversaire et un petit clin d'œil à Michel. Il a commencé avec des biographies de grands alpinistes des années 50, des années 60, aujourd'hui sur des grands alpinistes des années 80 ou 90, et finalement c'est le même travail de transmettre une culture de la montagne, et puis de reparler de ces gens qui nous ont tellement fait rêver. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter que pour les jeunes gens, les jeunes alpinistes qui aujourd'hui font toutes ces belles choses en montagne, je crois que c'est très important de connaître l'histoire, c'est très important de connaître ceux qui les ont précédés. Quand ils enchaînent les montagnes, il faut qu'ils sachent qu'il y en a d'autres qui l'ont fait à leur tour. Quand ils vont très vite en montagne, il y en a d'autres qui sont allés très vite en montagne. Et c'est parce que l'on connaît le passé qu'on peut justement se projeter dans le futur et se projeter bien dans le futur. Donc oui, il faut comprendre l'histoire de la montagne, il faut découvrir ceux qui l'ont écrit, et ceux qui l'ont écrit, c'était dans les années 80, Perrault, Escoffier, Coivin, Profit, bref, ceux qui sont encore là, ceux qui ne sont plus là, et vraiment encore une fois, je les remercie beaucoup. Merci à tous pour votre rencontre.